Imaginez-vous vous réveiller et sentir le poids du monde reposer sur vos épaules avant même d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas le réveil qui vous réveille, mais la conscience qu'il y a quelque chose à affronter et que ce quelque chose n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Il y a une résistance presque physique, une friction invisible, comme si le corps et l'esprit conspiraient en silence contre le simple fait de se lever du lit. Cette friction, ce frottement entre le désir de rester dans l'inertie et la nécessité d'aller vers le devoir, est peut-être l'un des combats les plus anciens de la condition humaine. Appelons cela la friction de l'âme, un champ où chaque matin se décide déjà si nous vivrons comme maîtres de nous-mêmes ou comme esclaves de nos instincts les plus fragiles. Sénèque, qui a vécu entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, avertissait que ce n'est pas le temps qui nous manque, mais la façon dont nous le gaspillons. Et le gaspillage commence dès les premiers instants de la journée, lorsque nous cédons à la petite voix intérieure qui nous murmure « Reste encore un peu, il n'y a aucune raison de se lever maintenant, tu mérites ce confort ». Il est curieux de constater à quel point l'esprit est habile à déguiser la paresse en justification. Tantôt, elle se présente comme une préoccupation pour la santé. Le sommeil est important. Dors plus longtemps, tantôt comme de la rationalité. Ça ne fait pas de différence de se lever maintenant ou plus tard. Mais derrière tous ces masques se cache le même ennemi, la capitulation devant ce qui nous tire vers le bas, la paralysie qui sape l'esprit. Le philosophe romain voyait la vie comme une succession d'épreuves qui exigent de nous non pas tant de force brute que de lucidité et de discipline. Le champ de bataille n'est pas dans la rue, mais dans notre poitrine. Et cela n'est peut-être jamais aussi évident que dans ces minutes où nous sommes seuls, entre l'obscurité de notre chambre et la première décision de la journée. Se lever ou ne pas se lever. Aussi simple que cela, mais décisif. Car celui qui ne maîtrise pas le premier acte aura du mal à commander les suivants. Cette friction intime n'est pas un détail insignifiant. C'est une sorte de thermomètre de l'âme, un miroir qui reflète si nous sommes à la hauteur de la vie que nous disons désirer. Combien de rêves meurent non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais à cause de cette lâcheté silencieuse qui consiste à céder au confort immédiat. Combien de vies sont réduites à la répétition engourdissante de jours identiques parce qu'au moment où elles auraient pu faire un pas, elles sont restées immobiles. Sénèque nous rappellerait que vivre, ce n'est pas seulement respirer, mais agir. Et toute action véritable exige de surmonter une résistance initiale. Tout comme le guerrier doit vaincre sa peur avant de brandir son épée, nous devons vaincre cet ennemi discret qui se cache sous les draps. Peu importe son nom, paresse, démotivation, manque d'énergie. Ce qui importe, c'est de reconnaître que céder à lui signifie accepter d'être moins que ce que l'on pourrait être. Et il y a encore un paradoxe cruel. La voix qui nous invite au repos excessif promet la paix, mais apporte l'inquiétude. Ceux qui restent couchés plus que nécessaire ne trouvent pas la sérénité, mais la culpabilité. C'est l'âme qui s'empoisonne lentement avec le poison du report, du « demain je commence ». Et ainsi, chaque matin mal passé ouvre la voie à une existence qui se dilue en excuses. La friction, cependant, peut être un maître. Elle n'est pas seulement un obstacle à craindre, mais aussi un signe qu'il y a quelque chose en nous qui doit être conquis. Peut-être que la vie n'a jamais été faite pour être confortable. Peut-être, comme le suggéraient les stoïciens, qu'elle n'a de sens que lorsque nous apprenons à utiliser la douleur, l'effort et la difficulté comme des pierres pour aiguiser l'esprit. Car celui qui apprend à supporter cette friction matinale, cette première bataille contre lui-même, découvre que le reste de la journée devient plus léger, presque comme s'il avait arraché la victoire à ce qui semblait invincible. Mais ici surgit la question inévitable. Combien d'entre nous ont le courage d'affronter leur propre vide lorsqu'ils se présentent dès le réveil? Combien osent lever non seulement leur corps, mais aussi leur âme, pour défier le poids invisible de l'inertie?
Peut-être que la véritable grandeur ne réside pas dans les exploits extraordinaires, mais dans ce geste apparemment banal qui consiste à choisir de se lever alors que tout en nous nous demande de rester immobile. Et c'est là que la tension monte. Car si nous ne parvenons même pas à surmonter cette friction initiale, comment pourrons-nous affronter les plus grandes batailles de la vie? Si nous trébuchons dès le premier pas, quel destin nous attend sur les chemins les plus longs et les plus tortueux? Le silence du matin garde cette question comme une épée suspendue au-dessus de nos têtes. Sommes-nous maîtres de notre temps ou simplement prisonniers de notre propre résistance? Il y a un moment dans la vie où nous commençons à réaliser que la bataille n'est pas là dehors, dans le monde, mais ici, dans les coulisses silencieuses de notre esprit. Ce n'est plus seulement la difficulté de se lever tôt, mais la résistance à prendre des engagements qui semblent plus grands que nos forces. À 35, 50, 60 ans ou plus, cette vérité devient encore plus claire. Le combat n'est plus contre le temps, contre les autres, contre la société. Il est contre cette voix intérieure qui murmure constamment qu'il est peut-être trop tard, que cela ne vaut peut-être pas la peine, qu'il est peut-être plus facile de simplement laisser les choses telles qu'elles sont. Sénèque disait que « personne n'est trop vieux pour espérer vivre un jour de plus ». Et pourtant, combien d'entre nous vivent comme si chaque jour n'était qu'une succession mécanique d'engagements, attendant que la nuit arrive vite pour anesthésier leur âme? Pensez à cet homme qui, après 50 ans, se regarde dans le miroir et ne voit plus un guerrier plein de possibilités, mais quelqu'un de fatigué, marqué par les pertes, par les regrets. Il se lève le matin, va au travail, rentre le soir, mais un vide l'accompagne dans chacun de ses gestes. Ce n'est pas un manque de responsabilité, c'est un manque de feu intérieur. Le corps obéit, mais l'esprit hésite. C'est là le conflit le plus cruel. Non pas celui de la paresse juvénile, mais celui de la mélancolie adulte, qui fait de la vie un théâtre où l'on joue sans croire au rôle. Et pourtant, combien de fois cet homme ou cette femme ont-ils prouvé le contraire? Combien de fois se sont-ils relevés dans les moments de douleur, de perte, d'échec, et ont-ils trouvé au milieu des ruines une étincelle pour continuer? C'est là qu'intervient ce que les philosophes appellent le contrôle supérieur ou top-down control, la capacité de se relever non par instinct mais par décision. L'instinct veut abandonner, la décision choisit de continuer. Pensez à quelqu'un qui a perdu son partenaire après des décennies passées ensemble. Le monde entier semble s'écrouler et chaque matin apporte le souvenir de l'absence. Le lit devient un hôtel de douleur et en sortir exige un effort surhumain. Mais à un moment donné, la personne décide « je vais me lever parce que je me suis promis de vivre, même avec la douleur ». Ce n'est pas du plaisir, ce n'est pas de la motivation, c'est de la discipline. C'est un choix qui déchire le cœur, mais qui maintient la flamme de la vie allumée. Ou imaginez cet homme de 45 ans, au chômage pour la 3e fois, dans un pays en crise, dans un monde qui semble ne pas offrir de place aux personnes âgées. Il allume son ordinateur pour envoyer des CV qui ne recevront jamais de réponse. Chaque clic semble inutile, mais il persiste malgré tout. Car en lui, il y a le souvenir de celui qui a déjà remporté d'autres guerres. Il n'agit pas parce que c'est facile, mais parce que renoncer serait une trahison envers tout ce qu'il a déjà affronté jusqu'ici. Ces exemples ne sont pas lointains. Ils sont la vie de milliers d'entre nous en 2025. Un monde où la technologie s'accélère, où les réseaux sociaux nous rappellent constamment ce que nous n'avons pas, où la solitude augmente même lorsque nous sommes entourés de gens. Et face à cela, résister n'est pas une question de force brute, mais de décision silencieuse. C'est regarder en soi et se dire « je ne laisserai pas la vie m'entraîner sans même me battre ». Sénèque avertissait que « la vie est assez longue si nous savons en user ». Le problème est que beaucoup confondent l'usage de la vie avec le simple fait de supporter les jours. Mais vivre, ce n'est pas supporter, c'est choisir. Le contrôle supérieur, c'est cette capacité à choisir de se relever même lorsque le cœur crie de rester à terre. C'est dire « j'y vais » quand tout en nous nous dit de ne pas y aller. Et il ne s'agit pas de motivation bon marché. Les phrases percutantes qui inondent les écrans n'aident pas quand l'âme est fatiguée.
La véritable force vient de l'engagement que nous prenons envers ce qui nous est le plus cher. Être présent pour nos enfants, honorer une promesse faite à nos parents décédés, rester fidèle à l'amour-propre qui nous a été juré un jour et si souvent oublié. C'est pourquoi beaucoup ne se lèvent que lorsque quelqu'un qu'ils aiment dépend d'eux. Le corps peut trahir, l'esprit peut tromper, mais le cœur, lorsqu'il s'ancrage dans quelque chose de plus grand, nous pousse vers l'avant. À 50 ans, lorsque les marques de la vie sont déjà gravées sur le visage, se lever le matin peut sembler une simple routine. Mais si nous regardons plus en profondeur, nous voyons que c'est un acte de courage. Chaque fois que quelqu'un refuse de céder au poids de la mélancolie, chaque fois qu'il dit oui à la vie même au milieu de la fatigue, il y a là une victoire silencieuse contre la décadence de l'esprit. Et ces victoires, aussi minimes soient-elles, construisent une force intérieure que même le temps ne peut détruire. En fin de compte, le contrôle supérieur ne consiste pas à nier la fatigue ou à prétendre qu'il n'y a pas de douleur. Il s'agit de reconnaître que la douleur existe, que la fatigue est réelle, mais que la vie exige toujours notre présence. C'est la sagesse de se lever, non pas parce que ce sera facile, mais parce que c'est nécessaire. Et dans ce geste, il y a quelque chose de profondément humain. Quelque chose qui nous relie à ceux qui, il y a des siècles, savaient déjà que le plus grand ennemi n'était jamais à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur de nous. Nous vivons entourés d'un ennemi invisible qui souvent porte le masque de la douceur, la gratification immédiate. C'est le chocolat qui semble inoffensif, la courte vidéo qui anesthésie pendant quelques secondes, l'achat impulsif qui procure un souffle de plaisir, mais vole un peu de lucidité. Chaque petit acte d'indulgence est un fil tiré du tissu de notre discipline. Et lorsque nous nous en rendons compte, nous ne sommes plus face à des choix conscients, mais face à un labyrinthe où le plaisir immédiat dicte le chemin à suivre. Sénèque, qui a vécu entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, nous mettait déjà en garde. L'homme qui se laisse dominer par le plaisir perd le droit de se gouverner lui-même. Cela ne semble pas d'actualité, peut-être plus que jamais. Mais pourquoi recherchons-nous autant cette récompense instantanée? Parce que l'esprit est un éternel négociateur, toujours prêt à échanger l'avenir contre le présent. Le cerveau trouve dans l'instant présent une promesse de soulagement et nous convainc que demain, nous aurons le temps de réparer. Seulement, ce lendemain n'arrive jamais et nous restons prisonniers d'un cycle de petites évasions sans nous rendre compte que chaque évasion est un renoncement à quelque chose de plus grand. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez sacrifié un projet important pour un plaisir momentané dont vous ne vous souvenez même plus? Certains disent que la vie consiste à profiter du présent. Mais ne confondez pas présence et prison. Le vrai présent n'est pas celui capturé par des vices déguisés, mais celui vécu en pleine conscience, où chaque choix apporte avec lui le souvenir de ce qui est à venir. Reporter le plaisir n'est pas une punition. C'est une façon d'enseigner au corps et à l'âme que le vrai goût réside dans la conquête, et non dans la simple réception. Et si ce que vous appelez plaisir n'est qu'une anesthésie, pensez à tous ceux qui se couchent chaque soir avec un sentiment de vide après avoir passé des heures sur les réseaux sociaux, ou à tous ceux qui terminent un repas copieux avec la même culpabilité qui les accompagne depuis des années. Le plaisir, lorsqu'il est mal utilisé, n'est pas un soulagement, c'est une dette. Et chaque dette génère des intérêts très élevés sous forme de regrets. Combien de fois vous êtes-vous senti prisonnier de votre propre faiblesse, même en sachant que vous méritiez mieux? La science explique en partie ce dilemme. Notre système de dopamine est activé non seulement par la récompense elle-même, mais aussi par son anticipation. Lorsque nous résistons, lorsque nous reportons, lorsque nous savons qu'il y a quelque chose de plus grand à venir, nous récoltons déjà l'énergie de la victoire avant même de l'avoir atteinte. C'est comme si le cerveau apprenait à savourer le chemin, plutôt que la seule destination. C'est le secret de la discipline, transformer l'attente en nourriture et non en torture.
Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous obtenez quelque chose qui vous a demandé des efforts, le plaisir dure plus longtemps? Un diplôme, un livre terminé, une habitude saine maintenue, tous ces éléments ont une sorte d'éternité en comparaison avec l'éclat fugace d'un plaisir éphémère. Alors, pourquoi insistons-nous pour vendre notre temps pour si peu? Sénèque disait que la plus grande richesse est de se contenter de peu. Mais se contenter de peu n'est pas de la résignation, c'est de la liberté. La liberté de ne pas être esclave de ses pulsions, de ne pas se laisser manipuler par l'appel constant d'un monde qui offre des distractions à chaque coin de rue. C'est la liberté de choisir, et de choisir clairement. Et voici la provocation. Êtes-vous en train de choisir ou simplement de réagir? Peut-être que le grand tournant consiste à réaliser que la discipline n'est pas l'ennemi du plaisir, mais sa gardienne. En reportant, en résistant, en attendant, nous renforçons notre capacité à choisir des plaisirs qui en valent vraiment la peine. Le vin partagé avec des amis après des mois de lutte, l'étreinte qui scelle des retrouvailles après plusieurs jours de séparation, la réussite qui naît d'années d'efforts, ces plaisirs ne disparaissent pas au petit matin. Ils font partie de notre identité. Et vous, quelle victoire auriez-vous pu remporter si vous aviez supporté les frictions, résisté à l'impulsion et attendu la récolte? Combien d'entre nous troquent de grandes réalisations contre de petits moments de plaisir? Partagez vos expériences. Avez-vous déjà connu l'amertume de réaliser que le présent vous a volé tout un avenir? Le choix est toujours devant nous. Céder à ce qui est facile ou supporter ce qui est difficile. Et à ce seuil, où la douleur du retard se mêle à la promesse de la récompense, réside la véritable transformation. Le défi n'est pas de nier le plaisir, mais de lui apprendre à attendre. Car, comme nous le rappelle Sénèque, ce n'est pas le manque de temps qui nous vole la vie, mais l'abandon inconscient aux petits voleurs qui la rongent. Il y a une sombre vérité que nous avons rarement le courage d'affronter. Nous nous habituons à des plaisirs qui ne nous satisfont pas. Le monde moderne est une machine à stimuli incessants. Les réseaux sociaux offrent un défilé infini de nouveautés. Chaque glissement du doigt apporte la promesse de quelque chose qui retiendra notre attention pendant quelques secondes. Vidéos courtes, images percutantes, phrases rapides, tout est conçu pour déclencher une poussée de dopamine. Mais plus nous consommons, moins nous ressentons. C'est comme boire de l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Et le vide qui s'ouvre après chaque session de défilement compulsif n'est pas seulement de la fatigue. C'est un signe que nous sommes en train de reprogrammer notre cerveau pour ne réagir qu'à l'extraordinaire, rendant la vie ordinaire presque insupportable. Des études récentes montrent que le temps moyen passé sur les réseaux sociaux dépasse 3 heures par jour dans le monde. Cela signifie plus de 1000 heures par an, soit l'équivalent de 40 jours entiers consacrés à des contenus dont, la plupart du temps, nous ne nous souvenons même plus quelques minutes plus tard. Pensez-y, 40 jours de vie gaspillés chaque année, comme si nous nous vidions volontairement en échange de fragments de divertissement qui ne laissent aucune trace. Sénèque, qui a vécu entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, aurait peut-être appelé cela la mort à petit feu, la mort qui s'infiltre non pas dans le corps, mais dans le temps que nous laissons s'échapper. Et il ne s'agit pas seulement des réseaux sociaux. Des études sur la santé mentale révèlent que la consommation excessive de pornographie numérique a remodelé la façon dont de nombreux jeunes et adultes perçoivent l'intimité. L'excès de stimuli visuels et la variété infinie d'images créent un modèle tellement irréel que la réalité ne peut plus rivaliser. Les relations physiques perdent de leur intensité, comme si le contact humain était devenu moins intéressant qu'un écran lumineux. Ce n'est pas seulement une addiction, c'est un détournement de la capacité à s'émouvoir de ce qui est vrai. Il en va de même pour les aliments ultra transformés. Conçus pour intensifier les saveurs du sel, du sucre et des graisses, ils reconfigurent le palais de telle sorte que les aliments simples, riz, légumes, fruits, semblent fades. Tout se résume à un schéma. Plus nous recherchons la stimulation immédiate, moins nous sommes capables de trouver du plaisir dans ce qui est simple et réel. Avez-vous déjà eu l'impression que rien n'était suffisant?
Avez-vous déjà remarqué qu'après des heures de distraction, il ne restait plus qu'une vague inquiétude, comme si vous vous étiez trahi vous-même? Ce sentiment est le signe le plus évident que nous vivons à la merci de plaisirs qui ne nous nourrissent plus, mais qui nous engourdissent. Il existe un fait encore plus alarmant. Les psychiatres rapportent que la génération actuelle connaît des taux records d'anédonie, c'est-à-dire l'incapacité de ressentir du plaisir. Il ne s'agit pas seulement de tristesse ou de mélancolie, mais d'une perte d'intérêt même pour des activités qui étaient auparavant source de joie. Ce phénomène ne vient pas de nulle part. Il est le résultat d'un cerveau conditionné à des stimuli si intenses et fréquents qu'il ne sait plus apprécier ce qui est lent, progressif, silencieux. C'est l'âme en abstinence constante, vivant à la recherche d'un pic qui n'arrive jamais. Et ici, une question inévitable se pose. Ne sommes-nous pas en train d'échanger notre propre liberté contre la servitude la plus subtile qui soit, celle du plaisir artificiel? Sénèque avertissait que l'homme qui ne maîtrise pas ses propres désirs devient leur esclave. N'est-ce pas ce que nous vivons lorsque nous avons besoin de notre téléphone portable pour ne pas ressentir l'inconfort du silence? Lorsque nous avons besoin de nourriture pour combler le vide d'une émotion mal résolue? Lorsque nous avons besoin de distraction parce que la vie réelle nous semble ennuyeuse? N'est-il pas curieux de constater que le silence nous effraie aujourd'hui plus que n'importe quel bruit? Autrefois, le vide d'un après-midi était une occasion d'introspection. Aujourd'hui, c'est un abîme que beaucoup ne supportent pas. Et pourtant, c'est précisément dans le silence que l'esprit s'organise, que l'âme trouve la clarté. L'absence de stimulation, qui semble être une punition, est en fait un remède. C'est peut-être pour cela qu'après quelques jours loin des écrans et des excès, tant de personnes disent retrouver le goût de la vie simple, la couleur du ciel, le goût d'un aliment naturel, la profondeur d'une conversation sans précipitation. Mais retrouver cette sensibilité a un prix. Supporter l'abstinence, supporter ce malaise initial, comme celui qui traverse un désert avant d'atteindre l'oasis. Peu de gens sont prêts à s'engager dans cette voie. La plupart préfèrent continuer à accumuler de petits soulagements qui coûtent cher. Et vous? Combien de fois avez-vous réalisé que le plaisir immédiat n'apportait pas la paix qu'il promettait? Combien de fois vous êtes-vous demandé si vous n'étiez pas en train de gaspiller vos meilleures années dans des évasions qui ne construisent rien? La question la plus difficile est peut-être la suivante. Jusqu'à quand allez-vous laisser votre propre capacité à ressentir être rongé par ce qui, ironiquement, devrait vous apporter de la joie? Il arrive un moment où tout le tumulte des stimuli, toutes les luttes contre les frictions intérieures et toutes les fuites vers le plaisir immédiat révèlent leur vrai visage. Rien de tout cela ne nous rend plus forts. Au contraire, nous nous rendons compte que plus nous cédons à la facilité, plus nous devenons fragiles. La vie moderne nous donne l'impression d'être en mouvement constant. Mais combien de fois ce mouvement n'est-il qu'une danse en rond où nous finissons au même endroit, plus fatigués et plus vides? C'est comme courir sur un tapis roulant. Nous transpirons, nous dépensons de l'énergie, mais nous ne faisons pas un seul pas vers quelque chose de significatif. La vérité est que l'esprit humain a besoin de friction, d'effort, d'inconfort pour se réinventer. Sans cela, nous nous fanons. La science a déjà démontré que l'apprentissage, la neuroplasticité, la capacité de croissance ne se produisent que dans le choc entre l'effort et le repos, la tension et le repos. Mais il est curieux de noter que les philosophes de l'Antiquité le savaient déjà, sans parler des neurotransmetteurs ou des études cliniques. Sénèque disait que personne ne devient sage par hasard. Et c'est peut-être cette phrase qui résume le dilemme de notre époque. Il ne s'agit pas de trouver des raccourcis, mais d'accepter le chemin difficile comme la seule voie capable de forger le caractère et la profondeur. Regardez autour de vous. Combien de personnes semblent occupées, mais ne font que réagir? Le téléphone portable vibre, elles répondent, l'esprit demande à s'échapper, elle lui accorde, le corps demande du confort, elle cède.
Le résultat est un cycle d'existence qui consomme des décennies entières dans des tâches automatiques, dans de petits plaisirs qui s'évaporent, dans des distractions qui volent le temps sans rien rendre en retour. C'est peut-être là le plus grand des dangers, avoir l'impression de vivre alors qu'en réalité on ne fait que survivre. Mais il y a un paradoxe dans ce processus. Ce qui semble étouffant, épuisant, exigeant, est aussi ce qui donne substance à l'âme. Pensez au silence inconfortable d'une nuit sans distraction, où nous sommes obligés d'écouter nos propres pensées. Au début, c'est insupportable, mais on se rend vite compte qu'il s'agit là d'une porte ouverte sur la connaissance de soi. Pensez au malaise que l'on ressent lorsqu'on résiste à une tentation qui semble être un renoncement cruel, mais qui se révèle ensuite être une victoire intime. Pensez au poids d'une tâche difficile à accomplir, alors que le corps réclame du repos, et au soulagement que l'on ressent finalement en se rendant compte que l'on n'a pas été vaincu par soi-même. Chacun de ces moments est une sorte de graine plantée dans un sol aride qui tôt ou tard germe en force et en liberté. C'est dans ce contraste que réside la véritable richesse, la capacité de ne pas être gouverné par ses pulsions les plus faibles. Car au fond, c'est cela qui est en jeu, être maître ou esclave de soi-même. La technologie, le confort, les excès de la modernité ne sont pas des maux en soi. Le mal naît lorsque nous oublions qu'ils ne sont que des outils et que nous commençons à nous modeler selon leurs commandements. Combien d'entre nous ont déjà senti la vie leur filer entre les doigts précisément parce qu'ils avaient tout à leur disposition, mais avaient perdu la flamme de la discipline? Sénèque rappelait que la vie n'est pas courte, mais mal gérée. Et c'est peut-être là la phrase la plus douloureuse de toutes, car nous ne pouvons pas blâmer le temps, l'âge, les autres. En fin de compte, la question revient toujours au même point. Que faisons-nous de chaque jour qui nous est donné? Les frictions internes, les plaisirs immédiats, le vide des distractions, tout cela peut être transformé en matière première pour nous renforcer, à condition que nous soyons prêts à affronter l'inconfort et à le choisir consciemment. Et c'est là que la réflexion devient inévitable. Si nous comprenons déjà le problème, si nous voyons déjà les mécanismes qui nous retiennent, quel sens aurait-il de continuer à vivre comme si nous ne savions rien? La philosophie ne doit pas être un ornement pour l'intellect, mais une pratique quotidienne pour l'âme. La question n'est plus « pourquoi sommes-nous ainsi ?», mais « que ferons-nous maintenant ?» Car si chaque matin nous place devant un champ de bataille invisible, il est peut-être temps de décider si nous voulons en sortir vainqueurs ou vaincus. Nous sommes maintenant arrivés au point où la réflexion doit devenir vie. Il ne sert à rien de comprendre le poids des tensions intérieures, le danger des plaisirs immédiats ou le vide des distractions si nous ne sommes pas capables de créer des ponts vers le quotidien. La philosophie de Sénèque, qui a traversé les siècles, n'a pas été écrite pour embellir les discours, mais pour être mise en pratique dans chaque geste. Le stoïcisme ne se mesure pas à des phrases percutantes, mais à la façon dont vous réagissez à un matin gris, à l'appel de la paresse, à l'envie de fuir. C'est là que commence le plan de transformation, non pas dans les grandes promesses, mais dans les petits gestes qui se répètent jusqu'à devenir partie intégrante de vous-même. La première étape consiste à retrouver le sens du matin. Se réveiller ne doit pas se limiter à ouvrir les yeux, mais à commencer la journée avec une décision consciente. Essayez de créer un rituel simple. Avant de toucher votre téléphone, ouvrez la fenêtre. Respirez profondément. Laissez entrer la lumière. Ce geste signale à votre corps que la vie a commencé et rappelle à votre esprit que vous êtes aux commandes. Repoussez votre première dose de caféine d'au moins 90 minutes après votre réveil. Ce n'est pas seulement une question de science, c'est un exercice de patience et de discipline. Vous apprenez à votre cerveau qu'il n'a pas besoin d'un stimulus immédiat pour fonctionner, qu'il peut attendre, qu'il peut résister. C'est dans ce retard volontaire que naît la force intérieure. La deuxième étape consiste à mener de petites batailles quotidiennes contre le confort excessif. Choisissez délibérément quelque chose d'inconfortable chaque jour. Cela peut être une douche froide, quelques minutes de silence absolu, sans distraction,
ou même la décision de marcher sans musique, en écoutant uniquement vos propres pas. Ce sont de petits gestes, mais ils apprennent à votre corps et à votre esprit à ne pas toujours dépendre de stimuli externes. Lorsque nous résistons à quelque chose de simple, nous préparons notre esprit à résister à quelque chose de plus grand. La troisième étape consiste à entraîner sa concentration comme on entraîne un muscle. Définissez des blocs d'attention. 90 minutes de travail ou d'études, suivies de pauses conscientes. Pendant ces blocs, désactivez les notifications. Éloignez votre téléphone portable et, chaque fois que votre esprit s'égare, ramenez-le sans le juger. Cette pratique renforce non seulement la capacité de concentration, mais enseigne également que la discipline n'est pas l'absence de distraction, mais l'acte continu de revenir à ce qui importe. Incluez dans ce processus de petites pauses aléatoires de 10 secondes pour ne rien faire. C'est dans ce bref vide que le cerveau consolide ses apprentissages et élargit sa plasticité. La quatrième étape consiste à redécouvrir la valeur du repos. Le monde réclame à grands cris la productivité, mais il n'y a pas de croissance sans repos profond. Protégez vos nuits comme vous protégeriez un temple. Évitez les lumières artificielles intenses dans les dernières heures de la journée. Réduisez l'utilisation des écrans. Laissez l'obscurité jouer son rôle. Si possible, prenez l'habitude de rechercher la lumière du soleil le matin et en fin d'après-midi. Cela régule votre horloge interne et redonne à la vie le rythme naturel que nous oublions si souvent. Un corps qui dort bien devient la base d'un esprit qui choisit bien. La cinquième étape consiste à pratiquer la gratitude silencieuse et l'écriture réflexive. À la fin de la journée, notez en quelques lignes ce que vous avez accompli, ce à quoi vous avez résisté, ce que vous avez reporté, mais aussi ce à quoi vous avez cédé, non pas pour vous punir, mais pour apprendre. Ce dialogue intime avec vous-même fonctionne comme un miroir de l'âme, révélant des schémas invisibles et clarifiant les domaines dans lesquels vous devez vous renforcer. Sénèque conseillait de consacrer chaque soirée à passer en revue les actions de la journée comme un juge bienveillant mais ferme. Et cette pratique reste l'un des exercices les plus puissants de connaissance de soi et de discipline. La sixième étape consiste à se libérer petit à petit des chaînes invisibles que la modernité nous a imposées. Fixez-vous des périodes sans réseaux sociaux, sans notifications, sans la compulsion de vérifier votre écran toutes les minutes. Découvrez le malaise de l'ennui et laissez-le donner naissance à de nouvelles idées. Lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'une stimulation constante pour exister, vous commencez à goûter à la véritable liberté. Ces stratégies ne sont pas des astuces miracles, mais des pratiques qui exigent de la constance. N'attendez pas de transformation du jour au lendemain. La victoire vient de la répétition, de la patience et du courage, de continuer même lorsque tout semble inutile. Chaque acte de discipline est une graine. Chaque graine cultivée devient une racine, et chaque racine fait de vous quelqu'un qui n'est pas emporté par les vents de la vie, mais qui reste ferme, conscient et serein. Maintenant, le choix est entre vos mains. Que ferez-vous des prochaines 24 heures? Allez-vous répéter le cycle des distractions et des petits plaisirs qui s'évaporent, ou allez-vous commencer à construire une vie qui résiste au temps? N'oubliez pas, il ne s'agit pas de changer le monde entier d'un seul coup, mais de vous dépasser à chaque geste. Et si cette vidéo vous a touché, vous a fait réfléchir ou vous a ouvert des voies que vous souhaitez explorer, abonnez-vous à la chaîne, aimez ce contenu et partagez votre expérience dans les commentaires. Votre voix peut inspirer d'autres personnes à se lancer également dans cette aventure.